Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Après la rencontre à Moscou entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff, une rencontre qui fait d'ailleurs beaucoup de bruit, de nombreuses questions se posent. Qu'est-ce qui va être abordé? Quels enjeux cette rencontre va provoquer? Qu'est-ce que ça représente au niveau des relations russo-américaines? Pour répondre à ces questions, je reçois ce matin Hervé Carès pour décrypter cette rencontre. Monsieur Hervé Carès, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes un officier supérieur français et analyste militaire. Vous avez franchi également tous les échelons de la hiérarchie des armées et des sapeurs-pompiers de Paris, de sergent à colonel. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve ensemble pour décrypter un petit peu la rencontre entre Vladimir Poutine et Steve Witkoff à Moscou, qui a fait beaucoup de bruit. Donc discuter un peu ensemble de ce qui était au centre de cette rencontre, des enjeux que ça provoque, et faire un petit point aussi sur le plan militaire avec la prise de Pokrovsk. Alors, je vais préciser quand même mon CV, donc, parce que j'ai eu plusieurs métiers dans ma carrière militaire et même ma carrière professionnelle actuelle. J'étais d'abord sous-officier, officier d'infanterie. Ensuite, j'ai rejoint la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Ensuite, j'ai passé le concours de l'école de guerre. J'ai été affecté en état-major régional et également central dans l'armée de terre. Et j'ai terminé ma carrière en 2018 et maintenant, je fais du conseil en gestion et communication de crise. Donc vous êtes l'invité parfait pour faire le point finalement sur ce... Disons que j'ai fait beaucoup de métiers dans ma carrière professionnelle et je continue d'ailleurs à diversifier. Alors, concernant ces négociations qui sont voulues et impulsées par les États-Unis. Les États-Unis sont très volontaristes dans cette volonté d'arrêter la guerre parce que d'abord ils ont atteint leurs objectifs géopolitiques. Je parle bien d'objectifs géopolitiques qui étaient le découplage entre l'Europe, la vieille Europe et la Russie qui constitue un réservoir de matières premières et d'énergie à bas coût pour une industrie européenne qui venait concurrencer l'industrie des États-Unis. On le voit très bien d'ailleurs avec les derniers accords douaniers entre l'Europe et puis l'Union européenne et puis les États-Unis. Donc cet objectif-là a été atteint. Maintenant, cette victoire de l'administration Biden est en passe d'être transformée en triomphe par l'administration Trump, dans la mesure où cette administration, très adroitement, a réussi à faire basculer une défaite qui se profile sur le plan stratégique et sur le plan militaire vers les Européens. Puisque les Européens, de manière très, très paradoxale, n'ont jamais eu de stratégie propre dans ce drame-là. Ils ont épousé d'abord la stratégie américaine et surtout la stratégie ukrainienne. Alors on peut très bien comprendre la stratégie américaine et la stratégie ukrainienne, mais ce n'est pas une stratégie européenne basée sur les intérêts de l'Europe. Les intérêts de l'Europe, c'était que ce conflit s'arrête le plus rapidement possible. Et donc plutôt favoriser les négociations. Et de manière très très paradoxale, on constate que les Américains n'appuient pas du tout le président Trump dans ces négociations, puisqu'ils sont toujours dans cette stratégie d'épouser en fait les intérêts du gouvernement ukrainien, qui peuvent être quand même en ce moment un petit peu distincts des intérêts de l'Ukraine et notamment du peuple ukrainien dans sa majorité, quand on regarde les derniers sondages par rapport à la continuation de la guerre. Alors, cette stratégie des Européens, en fait, elle satisfait tout à fait les Russes. Pourquoi ? Parce que les Russes, en fait, ont deux options. Soit ils valident le plan américain quasiment dans ses grandes lignes, notamment sur l'échange de territoire, et on voit que c'est ce qui a coincé à Moscou, l'échange de territoire. Alors que c'était un échange de territoire, globalement, qui correspondait à la situation militaire. Évidemment, il y avait une récupération des oblasts du Donbass dans leur intégralité, alors que les Russes ne les ont pas conquis, mais il y avait un gel au sud et au centre, dans la région de Kherson, de Zaporijia, du front. Donc c'était quand même une proposition qui était abordable et favorable d'une certaine manière aux Russes, même s'il y avait d'autres éléments qui leur étaient défavorables. En tous les cas, on voit que les Russes vont ergoter sur cet échange de territoire parce qu'ils savent que le momentum, l'élan militaire leur est favorable et que la stratégie d'attrition, finalement, va conduire à un épuisement de l'Ukraine. C'est déjà plus ou moins le cas quand même, au plan sociétal, au plan économique.
voire démographique d'ailleurs, mais également militaire. Et on sent très bien qu'en ce moment, quand on regarde le front, qu'il y a une pression sur tout le front de l'armée russe. Ça veut dire que l'armée russe n'est pas épuisée. Et contrairement à ce que l'on dit sur certains plateaux télé mainstream, les pertes russes, on ne les connaît pas, mais en tous les cas, on ne mesure pas de conséquences de pertes importantes sur l'armée russe, puisqu'elle continue à être offensive sur tout le front. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de l'armée ukrainienne, qui, elle, est confrontée à des pertes importantes, puisque les conséquences de ces pertes importantes, on ne les connaît pas, bien sûr, puisque c'est un secret militaire de part et d'autre, du fait de la censure. Elles sont observables parce qu'il y a un déficit d'infanterie dans les forces ukrainiennes, un déficit global de ressources humaines, que les mobilisables réfractaires sont chassés et pourchassés dans les rues en Ukraine, qu'il y a entre 20 et 30 000 déserteurs par mois dans l'armée ukrainienne, et ça ce sont des sources ukrainiennes, de médias ukrainiens et de responsables politiques ukrainiens, et qu'il y a environ 100 000 jeunes Ukrainiens qui ont quitté le territoire national, qui se sont réfugiés dans des pays européens, et d'ailleurs le chancelier Merz s'en est plaint auprès du président Zelensky. Donc globalement, il y a une situation militaire qui est favorable à la Russie et qui risque de devenir de plus en plus favorable à la Russie. Donc, soit les Russes acceptent globalement le deal qui est proposé par le président Trump avec des avantages, mais des concessions, soit par le jeu de négociations qui n'aboutirait pas, eh bien c'est la situation militaire qui conduira à la capitulation. Si vous voulez, les Russes, ils cherchent soit une capitulation de l'Ukraine négociée, soit une capitulation par les armes. Dans les deux cas, ils sont gagnants, mais dans le premier cas, ils sont obligés de faire des concessions. Alors que dans le deuxième cas, les concessions seront moindres. Et c'est là où les Européens, de manière très, très paradoxale, eh bien, rentrent dans le jeu des Russes. Et c'est là où on peut le constater. Les Européens n'ont pas de stratégie de guerre, ça c'est le cas, mais surtout n'ont pas de stratégie de paix. Puisque, en faisant le jeu des Russes, ils exposent l'Ukraine à des pertes territoriales supérieures peut-être aux revendications russes actuelles. Et en plus, à des destructions qui vont se poursuivre, puisque malgré tout ce qui a été dit, notamment avec l'épuisement des ressources en vecteur stratégique russe, ce n'est pas le cas, et au contraire, chaque frappe stratégique russe sur les infrastructures industrielles et vitales ukrainiennes sont de plus en plus drastiques et radicales. Justement, sur le plan diplomatique, si on regarde un peu plus largement cette rencontre, sans rentrer vraiment dans les points qui ont été abordés, qu'est-ce que cette rencontre justement révèle sur l'état réel des relations russo-américaines ? Je pense qu'il y a différents courants qui s'expriment au sein de l'administration Trump. Marc Rubio, c'est plutôt un courant qui est plutôt favorable aux Ukrainiens. Et le émissaire Witkoff, c'est plutôt un courant favorable aux Russes. Alors, on ne va pas entrer dans les attaques qui ont eu lieu contre Witkoff, qui sont assez ridicules, mais globalement, on est sur cet équilibre-là. Mais remarquons que même Marc Rubio est consterné par l'attitude des Européens. D'ailleurs, le sommet de l'OTAN des ministres des Affaires étrangères qui doit se tenir aujourd'hui de mémoire, il n'y assiste pas. Donc, c'est quand même un signe assez... Donc, les Européens sont en train d'agacer les Américains. Et, comme je l'ai dit, ils font le jeu des Russes. Alors, pourquoi les Américains, en fait, cherchent à solder cette guerre? Parce qu'ils sont en train de se projeter sur le monde multipolaire du XXIe siècle. Ils ont très bien compris que cette position de gendarme du monde, ils ne la retrouveront pas, et ils cherchent, entre guillemets, à sauver les meubles d'une forme de suprématie. Alors, d'une suprématie sur une zone d'influence qui resterait la leur. Et c'est en cela que ils sont en train de basculer vers une vision de la situation internationale, notamment des rapports entre les États et surtout entre les grandes puissances, la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde bientôt, et peut-être même un jour le Brésil, dans peu de temps, une nouvelle organisation des relations internationales basée par des champs qui sont des champs de coopération, des champs de compétition et parfois des champs de confrontation. Alors les États-Unis ont des intérêts communs avec la Russie et d'ailleurs ça transparaît au travers des quelques accords qui commencent à être signés sur le plan économique. C'est d'abord le développement du Grand Nord russe, donc l'Arctique.
tout ce grand nord russe qui, bien avant la guerre, était considéré en Russie comme les potentialités de croissance et de prospérité les plus importants pour la Russie. Or, la Russie, c'est quand même un pays qui est très vaste et qui a peu de ressources humaines et qui a besoin également d'une coopération pour mettre en valeur toutes ces richesses et les exploiter. Ensuite, il y a la route du Nord qui permet de diviser par deux le trafic commercial entre l'Asie et l'Europe. Donc, le passage, globalement, par le canal de Suez, c'est environ 40 jours, et là, on arrive à 20 jours. Or, cette route du Nord passe à proximité des côtes russes, et les Américains sont très intéressés par une coopération sur ce volet commercial. Et c'est en cela que les outrecuidances et puis les annonces extravagantes du président Trump sur le Groenland, également sur l'annexion du Canada, peuvent se comprendre. En fait, au travers de ces extravagances, il faut comprendre qu'ils ont une vision géopolitique et géostratégique du monde du XXIe siècle, avec cette importance de l'Asie, du Nord, de l'Arctique et des capacités commerciales de la route du Nord. Et c'est en cela que les Européens sont en train de devenir des has-been, car ils restent complètement enferrés dans ce conflit à leur porte, en Ukraine, et qui crée des hostilités qui vont être difficiles, même après la fin de la guerre, à amenuiser entre l'Europe et puis la Russie, et qui va complètement les cornériser et les ostraciser vis-à-vis de ces potentialités de développement qui sont celles du XXIe siècle. Et comment justement aussi ce retournement un peu américain peut-il être perçu par Moscou? Est-ce qu'ils peuvent déjà l'interpréter comme une victoire stratégique? C'est difficile de considérer que c'est une victoire stratégique. Je pense que les Russes, qui sont assez malins et subtils, vont éviter de montrer à la terre entière que cette défaite est une défaite américaine et qu'ils ont pris le lead. Ils n'agiront pas comme ça. Vous remarquerez qu'en général, les déclarations, à contrario des déclarations des dirigeants européens, les déclarations des dirigeants russes ou de la diplomatie russe sont toujours très, très mesurées. Donc, ils vont faire acte de subtilité. De toute façon, cet acte de subtilité, cette manière de faire, on le voit actuellement avec les négociations. Ils jouent sur la posture des Européens pour satisfaire leurs intérêts. Justement, quelles conséquences un peu ce changement de posture américaine pourrait avoir pour l'Europe et aussi pour la France? Alors il est très clair que l'Europe est en train de devenir une zone vassalisée sur le plan économique par les États-Unis. Il suffit de prendre pour référence les derniers accords douaniers entre les États-Unis et l'Europe, qui n'ont pas de contrepartie. C'est quand même incroyable ce qui a été signé. Quand on parle de l'Europe puissance, c'est une vaste blague. Ensuite, sur le plan militaire, l'OTAN, c'est une alliance nucléaire. Toutes les structures de l'OTAN reposent sur les Américains. Les structures de commandement, les doctrines, les règlements d'emploi, tout est américain en fait. Donc les Européens sont également soumis à la bonne volonté des Américains vis-à-vis de leur protection. Donc, on est face à une Europe, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui n'est pas une Europe puissance et qui devient de plus en plus une Europe vassalisée vis-à-vis des États-Unis. Alors, le rôle de la France. La difficulté, en fait, c'est que je pense que ce conflit en Ukraine va être un petit peu l'heure de vérité pour la volonté de certains dirigeants européens d'aller vers une Europe fédérale. On voit que plus ou moins habilement, ils cherchent à jouer là-dessus pour accélérer l'agenda fédéral. Or, il y a d'énormes oppositions à cette fédéralisation européenne, des oppositions d'abord populaires, puisque la plupart des citoyens, lorsqu'on fait des sondages au sein de l'Union européenne, même des pays historiques de l'Union européenne, on voit que les populations sont de plus en plus opposées à cette structure technocratique et ont du mal à la comprendre et ne remarquent qu'une chose, c'est que souvent, en fait, elle impose des réglementations qui vont à l'encontre d'un fonctionnement fluide de la société et également des économies. Et il y a un réveil des nations au sein des pays de l'Union européenne. Ce réveil des nations, il est flagrant. Alors, de manière très, très emblématique, on peut parler de la Hongrie et également de la Slovaquie,
Alors la Hongrie, c'est vraiment un pays qui est intéressant à suivre parce que c'est un pays de 10 millions d'habitants et qui prend une importance, euh, on va dire, assez remarquable au plan international relativement à son poids économique et son poids démographique. Il y a l'Italie, avec un jeu très très subtil qui est joué par l'Italie du fait, avec les États-Unis, du fait de sa diaspora qui est célèbre aux États-Unis pour des raisons aussi bien positives que négatives, mais qui est très importante, hein. Mm. Et puis, il y a également d'autres pays comme l'Espagne, on en parle très peu, mais le Premier ministre Sanchez a refusé de monter ses dépenses militaires au taux qui était demandé par le président Trump. Donc, il y a des dirigeants en Europe qui font œuvre de responsabilité et qui sont conscients des intérêts nationaux. Dernièrement, le Premier ministre belge a alerté et a refusé, bien sûr, cette hypothèse un peu folle de confiscation des avoirs russes. Donc, il y a des individualités nationales au plan des dirigeants européens qui restent attachés aux intérêts de leur pays. Bon, de facto, le chancelier Merz est également un petit peu emblématique dans ce registre-là, même si il est plus discret, puisque la structure européenne, c'est une structure qui favorise les intérêts allemands, sur le plan énergétique et sur le plan également des échanges économiques. Il suffit de regarder la balance commerciale de la France à partir du moment où on adopte l'euro, hein, c'est à ce moment-là que notre balance commerciale devient déficitaire. Et ça n'a fait que s'aggraver. Donc il y a une vraie relation de cause à effet entre la prospérité allemande et cette structure européenne, et notamment l'euro, qui est un marque en fait déguisé. Justement, est-ce que l'Union européenne ne risque pas finalement de se retrouver même complètement isolée si Washington change réellement de doctrine? Alors, d'abord, l'Union européenne n'a pas d'existence géopolitique. Les relations internationales sont des relations d'État-nation à État-nation. D'ailleurs, c'est pour cela que, comme on peut le remarquer, que Madame von der Leyen est souvent déconsidérée par les grands acteurs étatiques, que ce soit américains, russes ou même chinois, ou même turcs il y a quelques années, que la représentante pour les relations internationales de l'Union européenne, Madame Kaja Kallas, qui, entre parenthèses, on peut s'interroger sur sa légitimité, puisqu'elle est l'ex-premier ministre d'un pays de 1,3 million d'habitants environ, avec une forte communauté russophone de 30%, une histoire très très compliquée avec la Russie. Et cette personne se veut la représentante d'un conglomérat, d'une collectivité réglementaire de 27 pays aux intérêts très très divergents. Quel rapport entre la Pologne et le Portugal, par exemple, l'Espagne, ou alors la Grèce, qui est en tension, par exemple, avec la Turquie, ou même Chypre. On l'oublie d'ailleurs, la situation particulière de Chypre, a été envahie par la Turquie en 1974, qui a 40% de son territoire, la partie nord, qui est occupée par la Turquie, avec 40 000 soldats turcs qui sont présents, qui a rejoint l'Union européenne en 2004. Et là, très très paradoxalement, personne ne s'intéresse à l'intégrité des frontières de Chypre. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de cohérence, mais vous voyez très bien qu'il y a des intérêts géopolitiques et stratégiques qui sont propres à chaque pays. Et par exemple, la France, puisque vous m'avez posé la question, la France, qui est le premier espace maritime devant celui des États-Unis, alors suivant comment on le calcule, c'est premier ou deuxième, c'est avant tout une puissance maritime, la France. Et la France est en train de s'enquister dans une problématique centre-européenne, qui est une problématique purement allemande et purement liée à tous ces pays du ex-pays du pacte de Varsovie, ou alors ex-pays inclus au sein de la Russie pendant certaines années, ou ensuite inclus à l'URSS comme les pays baltes. Ce n'est pas l'intérêt stratégique de la France. La France, c'est un pays avant tout, en fait, c'est carrefour entre le monde méditerranéen, le monde européen du Nord et le monde centre-européen, et surtout c'est une puissance maritime qui a des possessions territoriales sur tout le globe. Donc sur un plan géopolitique et géostratégique, la France est avant tout une puissance maritime. Elle n'a aucun intérêt, comme je l'ai dit, à s'enquister dans un affrontement centre-européen et uniquement terrien.
Hmm. Pour terminer cet entretien avec une question un peu plus sur le plan militaire, avec la prise récente de Pokrovsk par les Russes, on en a parlé tout à l'heure, qu'est-ce que cette victoire peut signifier pour les prochaines semaines à venir, sur le plan vraiment militaire? Alors, tout le monde se focalise sur Pokrovsk, ce qui est logique. En fait, les médias en général se focalisent sur Pokrovsk euh, parce que ça évite de parler d'autres zones du front qui sont beaucoup plus inquiétantes pour les Ukrainiens. Alors, pour en revenir à Pokrovsk, là, globalement, les forces russes ont terminé de nettoyer les dernières résistances sur Pokrovsk, mais le vrai enjeu, c'est Mirnograd. Et sur Mirnograd, il y a environ 2000 Ukrainiens qui ont reçu pour consigne de fixer les forces russes et de faire une opération comparable à ce qui s'est passé sur Mariupol, c'est-à-dire résister jusqu'au leur dernière possibilité et ensuite se rendre. Pourquoi les Ukrainiens ont pris cette décision? Parce qu'ils cherchent à rétablir des positions défensives à l'ouest de Milonograd et de Pokrovsk. De même, sur Kupiansk, il y a également une résurgence des combats de la part de l'armée ukrainienne qui cherche à contre-attaquer pour éviter la chute également de cette ville. Alors, Kupiansk, c'est au nord, mais il faut vraiment s'intéresser à ce qui se passe au sud du front, dans la zone de Zaporizhzhia. C'est la zone dans laquelle, durant l'été 2023, les Ukrainiens avaient fait leur grande offensive qui a duré à peu près 3 mois. Pourquoi ils avaient fait cette offensive-là? Parce que c'est le terrain idéal pour faire des manœuvres de grande ampleur. Alors pour l'instant, il y a toujours cette menace omniprésente des drones qui bloquent plus ou moins les concentrations de force et le retour à ces manœuvres de grande ampleur. Et ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a une poussée remarquable des Russes dans cette zone-là et que, au bénéfice de la météo, puisque la météo hivernale va amener des situations qui sont celles souvent de brouillard, qui vont gêner l'utilisation des drones. Il ne serait pas étonnant que les Russes poussent leur avantage dans cette zone-là et créent une surprise stratégique dans la mesure où c'est une zone qui permet des déploiements et des manœuvres très très rapides, un petit peu sur le modèle de celles qu'avaient réalisées les Russes au début de cette guerre. Et à partir de là, ils auraient 2 options. Soit ils achèvent la conquête de l'oblast de Kherson, puisque ça fait partie de leurs revendications. Ils achèvent la conquête de l'oblast de Zaporizhzhia, mais pourraient également avoir pour option de contourner par l'ouest les défenses ukrainiennes du Donbass. Donc tout ça reste évidemment soumis à la condition qu'ils aient les réserves nécessaires pour le faire. Mais remarquons que les Russes ont refait une mobilisation partielle de réservistes il y a quelques mois, en disant que c'était pour défendre les infrastructures vitales qui étaient attaquées par les Ukrainiens sur le territoire russe. On est toujours dans le brouillard de la guerre. Entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a peut-être un écart. En tous les cas, ce que l'on peut remarquer, c'est que cette mobilisation partielle des réservistes pourrait être liée à cette volonté de relancer les opérations cet hiver, au moment où l'armée ukrainienne serait suffisamment affaiblie. L'armée ukrainienne est dans une situation qui est comparable à celle de l'armée allemande de la Deuxième Guerre mondiale, dans la mesure où ils ont des unités qui sont toujours très très opérantes, notamment les unités qui sont très très marquées sur le plan idéologique. Et ça là sont toujours très très opérationnelles et combative. Et puis ensuite, il y a d'autres unités où la motivation n'est pas du tout la même. Et ces unités-là, c'est elles qui, pour l'instant, continuent à jouer les pompiers sur le front. Alors, elles jouent les pompiers, mais pas trop quand même, parce que ces unités-là, qui sont idéologisées, pensent également à l'après-guerre et pourraient se positionner de la même manière. Alors, j'ai fait un deuxième rappel ou comparaison, une deuxième comparaison historique avec ce qui s'est passé à la fin du premier conflit mondial en Allemagne, avec ces corps francs qui sont intervenus dans le jeu politique. Donc il est évident que si la paix ou la fin de guerre ne satisfait pas ces unités, je ne serais pas étonné que ces unités cherchent à jouer un rôle politique, mais de manière non démocratique au sein de l'Ukraine post-guerre. Donc vous voyez, on est un petit peu dans une situation qui est une situation de bascule. Est-ce qu'on va aller vers la paix rapidement ou plus lentement? Moi, je pense que les Russes, ils font tout pour gagner du temps, hein, et que, comme je l'ai dit, les Européens participent à ce jeu des Russes, et que les Russes privilégient la défaite et la conclusion militaire de cette guerre.
la défaite des Ukrainiens et une conclusion militaire de cette guerre, donc une capitulation militaire. Eh bien, Monsieur Hervé Carrès, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir partagé votre expertise. De rien, c'était avec plaisir. Et puis on espère vous recevoir une prochaine fois sur Omerta, peut-être pour analyser la continuité de tout ça. Merci bien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée. À demain.